Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Hexalogie ne sont pas là, c'est un hors-série, mais alors un hors-série qui s'annonce endiablé. On a réuni des spécialistes là pour vous parler du thème suivant, art et jeu de rôle. Le jeu de rôle est-il un art ? Point d'interrogation. Ça a l'air d'un marronnier sur Infoforum, mais alors là, avec les intellos qu'on a réunis, vous allez vous toper des mots de crâne. Préparez vos efferalgans, c'est parti, on y va. Cyril Védis est avec nous, ainsi que Nicolas Védis, son frère, si je ne m'abuse, et tous deux sont membres d'une organisation secrète de cultistes appelée l'Ajrar. Qu'est-ce que c'est que ça, Cyril ? Bonjour à tous. Tout d'abord, on va pas dire que c'est une organisation secrète, ce serait un petit peu poussé, c'est déjà un acronyme barbare et une association un tantinet élitiste. Donc l'Ajrar, ça veut dire association pour un jeu de rôle artistique et responsable. D'accord. En réalité, ce qu'il y a derrière l'Ajrar, c'est un point de vue idéologique. C'est-à-dire qu'on défend un point de vue idéologique sur le jeu de rôle, qui va considérer, ou du moins qui va insister sur le jeu de rôle comme une pratique, et notamment comme une pratique artistique. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, puisque ça semble être en effet le thème de la discussion. Je crois effectivement. Nicolas, quelque chose à ajouter sur l'Ajrar ? En plus de ton frère ? Sur l'Ajrar, plein de choses, mais ce sera l'occasion du débat. Maintenant, évidemment, on a nos expériences et pourquoi on a créé l'Ajrar. C'est aussi suite à de longues pratiques, mais en atelier aussi, en club. Et l'idée vraiment en l'occurrence, c'est parti à partir de 12 ans de travail au sein d'une ville. D'accord. Et donc ça nous a amené à croiser énormément de joueurs qui se retrouvent au sein d'une municipalité, c'est-à-dire qu'on devient à ce moment-là initiateur de clubs, de lieux et d'espaces de rencontre autour du jeu de rôle, et que cette pratique-là, assez spécifique au final, nous a amené à réfléchir vraiment sur la continuité avec un public, aussi bien de manière responsable, on n'abordera pas la question aujourd'hui, mais vraiment de manière artistique aussi, de se dire après tout, c'est la pratique du jeu de rôle peut vraiment s'ouvrir à énormément de choses, et c'est un potentiel qui a pour l'instant vraiment pas été suffisamment exploré. D'accord. Et c'est important qu'on démarre avec ça. Je vois que j'ai invité les bonnes personnes. Alors, et puis alors avec nous. Alors là j'ai hâte de le présenter, parce que on en parle tout le temps sur le podcast de la cellule. Frédéric Sainte est parmi nous. Oh, Frédéric Sainte. Ou Synthèse d'ailleurs, on ne sait pas très bien. Alors vas-y, affirme au monde. Synthèse, ça marche. Ok, voilà. Frédéric Synthèse. Oui. Alors Fred, pour te présenter un petit peu quand même, si ce podcast et cette émission passée n'avaient pas suffi. Alors, je parcours un petit peu le milieu du web rolliste en tant que créateur d'un label indépendant. Demiurge, c'est ton pseudo. Alors Demiurge, voilà, c'est mon pseudo. Et donc mon label, c'est Limbic Systems. Limbic Systems. Et le principe, c'est qu'en fait, moi j'ai une formation en art plastique. J'ai été aux Beaux-Arts de Poitiers pendant 5 ans. Et donc en fait j'ai les Beaux-Arts, qu'est-ce que ça fait, ça nous offre finalement la possibilité de découvrir ce qu'est l'art contemporain, et de s'approprier tout ce qu'on va y trouver, quoi. C'est assez riche en fait, c'est un domaine assez riche qui, bien entendu il y a plein de controverses autour de l'art contemporain, mais Donc voilà, et donc en fait c'est même pas que j'essaie, c'est que finalement un peu naturellement dans mes jeux de rôle j'y mets ma démarche artistique. T'es à la croisée des chemins entre une démarche artistique, une démarche rôliste, un petit peu comme Fabien Hilvine justement qui est avec nous, qui lui est à une croisée des chemins entre philosophie et jeu de rôle. Oui, avec Monostatos. Tu as besoin de te présenter, les émissions de la cellule te sont amplement consacrées, on fait de la promo, on milite activement. Merci. Gaël Sacré est avec nous également. Alors Gaël, pour te présenter rapidement. Moi je suis rôliste avant tout régulier, on va dire, donc dans 2 associations, donc la Guilde à Poitiers et l'Ordali. D'accord. Et puis à côté je suis photographe professionnel, et puis figé des instants. Voilà, et puis aussi artistique, j'ai aussi une activité de photographe artistique en parallèle. D'accord. Donc voilà, ça m'amène aussi à me poser des questions sur le jeu de rôle et sur ce qu'on pourrait en faire au-delà de sa pratique de divertissement. Eh bien écoute Gaël, très heureux de t'accueillir sur le podcast de la cellule. Ta première intervention, j'espère pas la dernière. Merci. Voilà. Dernière obligation, éteindre ses portables. Il y en a un qui sonne en ce moment, c'est le mien. Voilà, on va l'éteindre tout de suite.
Saloperie. Et enfin, dernier à présenter, Raphaël. Raphaël, tu es membre de la guilde, toi aussi comme Gaël? Oui, c'est exact. Je suis plus un joueur passionné de jeux de rôle qu'un créateur. Oui, mais on t'a entendu quand même pas mal parler de théorie pendant cette convention. C'est la partie de ma passion, c'est-à-dire que j'y vois. Il y a peut-être plus dans le jeu de rôle, je rejoins d'ailleurs Gaël vis-à-vis de ça, une joie de 6 heures à partager entre copains. Peut-être on peut aller un peu plus loin. C'est pour ça que je suis là, déjà pour entendre les idées des autres intervenants, peut-être pour amener les miennes, pour amener ma vision un peu moins... donc je sais que vous vous connaissez tous les uns entre les autres, donc j'amène le côté peut-être un petit peu extérieur et le côté obscur. Exactement. Je vois très bien. Donc moi je commence cash par présenter une œuvre de divertissement comme référence. Hein. Alors on avait prévu un petit peu de commencer cette affaire par une définition, mais en fait c'était absolument impossible. Alors du coup Frédéric, je vais quand même me retourner vers toi. C'était censé être celui qui allait donner la définition, mais avec une question un peu plus pratique, puisque justement elle concerne la pratique. Oui. C'est une question de pratique. Comment en pratique je peux faire pour faire de l'art avec ma partie de jeu de rôle? Explique-moi un petit peu ça. Alors c'est vrai que d'abord ce qui est important, je pense, c'est de considérer vraiment le jeu de rôle comme une activité avant tout, plutôt que comme dire qu'un bouquin de jeu de rôle serait artistique, même si je pense que ça peut tout à fait être le cas. Mais là l'idée c'est quand même de s'intéresser d'abord, de se pencher sur la pratique pour voir qu'en fait il y a pas mal de manières d'y arriver. Moi ce qui me semble important en premier chef, c'est de distinguer vraiment l'idée de divertissement pur et idée d'art qui peuvent se rejoindre à un certain moment, qui n'empêchent pas finalement qu'on prenne du plaisir dans les deux d'une manière ou d'une autre, mais qui en fait vont nous permettre du point de vue artistique de donner une plus-value d'ordre plus ou moins intellectuel, mais c'est un terme un peu risqué que j'emploie là. D'accord. C'est pas très risqué quand même. Après tout, le jeu de rôle c'est une démarche intellectuelle, c'est pas manuel quand même. On sort pas pour réparer des bagnoles. C'est le jeu de rôle, c'est un loisir qui fait travailler le cerveau, a priori. Hein. Voilà, donc sauf le GN bien sûr. Pour moi, non mais c'est un peu plus manuel. Si, ça fait... cerveau, oui, il court dans la forêt, il se tape dessus. Enfin, c'est assez physique au final. Mais c'est pas un gros mot que tu viens de lâcher là. Voilà, ce que je pense, c'est qu'en fait, ce qui fait l'art, c'est la présence d'une problématique qui émerge en fait de la forme du médium. Le médium, c'est le support de création. Tout l'aspect pratique qui doit être abordé ici. Voilà, donc la créativité est importante. Sans créativité, je pense que c'est assez difficile d'avoir de l'art, même si c'est peut-être pas impossible quand même. D'accord. Et donc en jeu de rôle, la créativité, elle peut être extrêmement importante pendant la partie comme avant la partie, bien entendu. Et donc déjà, on a une bonne piste pour arriver à quelque chose d'artistique. D'accord. Cyril, tu voulais intervenir ? Ah non, je t'ai vu prendre le micro. Je veux juste insister sur le parti, sur l'aspect que ça fait travailler le cerveau. Enfin, voilà. Ça sollicite. Travailler, c'est encore autre chose, effectivement. Dans certains cas, peut-être que le jeu de rôle peut amener à réfléchir, ainsi de suite. On va peut-être amener à en discuter. Maintenant, en tant que tel, j'aurais pas dit travailler, ça fait. Enfin, pas nécessairement. Je pense qu'on peut faire en sorte que le jeu de rôle amène à une réflexion, amène à un véritable travail, mais il n'est pas nécessairement. Ne te fait pas nécessairement travailler le cerveau. D'accord. Ah bon. Ok. Alors dans cette pratique, toi, comment est-ce que tu as trouvé des solutions, Frédéric, pour c'est hyper vaste. Enfin, alors déjà, je pense que d'ailleurs vous en parlerez mieux que moi. Il y a déjà la possibilité finalement que le meneur amène vraiment sa proposition artistique. Que les joueurs vont prendre en tant que spectateurs. Voilà, c'est le réalisateur de cinéma et les spectateurs face aux spectateurs. Mais je pense aussi qu'il y a une autre possibilité, c'est que ce soit une œuvre vraiment que la teneur artistique soit vraiment partagée par l'ensemble des participants. Donc moi c'est ce que je développe dans certains de mes jeux. Mais je vous laisse parler du premier aspect. Oui, Nicolas. Avec plaisir. Bien sûr. J'annonce ton nom pour que nos auditeurs entendent ton nom. Ok. Moi, ce qui me plaît là, dans ce que j'entends, c'est effectivement insister sur la pratique du jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est mine de rien l'art de raconter des histoires à plusieurs.
on se retrouve autour d'une table ensemble. Effectivement, dans la pratique la plus classique, on a un narrateur et des joueurs, des joueurs bien sûr, mais des joueurs qui vont donc interpréter les rôles. N'empêche, effectivement, dans un conte interactif qui est le jeu de rôle à ce moment-là, il va de soi qu'on va pouvoir s'exprimer, donc c'est avant tout un jeu d'expression, et l'expression, comme pour un conteur, c'est le cas, un conteur, ça a la dimension artistique. Si la personne a envie d'y mettre de l'art, il va pouvoir mettre le maximum dans son expression, dans les modes d'expression. C'est là que le médium est un peu sans limite. C'est sa proximité qui le permet, à la différence de beaucoup de formes artistiques. On a dans le jeu de rôle cette chance de se retrouver juste tous ensemble, libres, sans contrainte autre que on s'est mis d'accord sur des règles. Ça reste encore très très flou, et là-dessus on raconte ensemble des histoires, et ça c'est quelque chose de génial. C'est que toutes les formes en fin de compte sont possibles, et ce potentiel est énorme. Et curieusement, en fin de compte, on s'en rend compte depuis le fameux JDAX, on a une pratique qui est souvent la même, c'est-à-dire issue d'une pratique de jeu de société, où le narrateur en fin de compte va se contenter de raconter une histoire presque sur papier, et les autres suivre dans la règle du jeu juste les moments où on lui donne la parole, et ainsi de suite. Et là je pense qu'il y a un potentiel énorme qu'il faut vraiment explorer sur le plan artistique. Juste une parenthèse, Nicolas, autant ton frère a le micro trop loin, autant toi il est trop près. C'est-à-dire, ok, on va réadapter. Moi je suis un peu fatigué, je précise pour le podcast, et j'ai tendance à m'endormir sur le micro, mais je vais faire l'effort qui va avec. Donc en fait, finalement, ce que tu nous annonces là, c'est une sorte de déception vis-à-vis de ce qu'est le jeu de rôle en ce moment. Terrible. Et terrible. Ah oui. Présente-nous un peu le. On dirait ça va être simple en fait. Moi comme à mon avis tout le monde ici, on a de longues pratiques de jeu de rôle. C'est quelque chose c'est une terrible addiction, le jeu de rôle, mine de rien. On rentre dedans, on consacre un temps fou à faire du jeu de rôle généralement. C'est souvent nos vies de famille qui à un moment nous obligent à prendre un peu de distance. Il se trouve que moi j'ai eu la chance vraiment d'en faire un métier, vu que je le pratique professionnellement toute la semaine. Au-delà du fait que ça soit complètement épuisant à un moment, mais bon bref, ça c'est un autre débat. À un moment, on croise plein de pratiques et on se dit mince, elles se ressemblent toutes, et la potentialité du jeu de rôle, on passe quasiment à chaque fois à côté. Enfin moi c'est ce que je remarque, et ce qui me rassure par contre, parce que c'est pas juste un constat négatif, c'est que je vois qu'il est très très facile, suivant les groupes, les gens que je croise aussi, de voir émerger autre chose. Et c'est toujours du jeu de rôle, on est toujours dans du jeu de rôle, mais c'est là qu'on va croiser des petites perles. Des perles avec des jeux qui s'avèrent être complètement différents, des pratiques différentes. Voilà. Ok, Gaël, tu voulais intervenir ? Alors ce qui se passe, je crois, avec le jeu de rôle, c'est que c'est un médium qui est très récent en fait. Je crois que c'est des années 80, 70, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est comme beaucoup d'arts qui ont émergé. Au début, on n'a pas vraiment vu que leur potentialité artistique en fait. Et je crois qu'on est arrivé à un point où ça y est, on peut commencer à se dire maintenant on a peut-être été assez loin dans le ludique. La population vieillit aussi. Ouais. Voilà aussi, je crois que les attentes des rôlistes ont changé aussi, et donc il est temps aussi, et donc c'est pour ça que tu parlais de déception. Je pense que c'est ça, il y a une déception de certains rôlistes, de certaines populations rôlistes qui a envie de voir autre chose avec le jeu de rôle, qui a envie d'aller plus loin. C'est énorme ce que vous annoncez là quand même, c'est un peu les états généraux du jeu de rôle aujourd'hui, j'ai l'impression. Cyril, tu veux intervenir ? C'est toujours assez prétentieux en effet, mais je vais rebondir sur ce que tu disais en effet, parce que je pense que le jeu de rôle devrait avoir atteint aujourd'hui une maturité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 1970. On a le jeu de rôle qui est issu du jeu de plateau. Le jeu de plateau, c'est quoi ? C'est des personnes, 2 ou plus, qui sont autour d'un petit plateau et qui déplacent des pions dans une optique de combat. C'est ça, c'est un conflit physique qui est uniquement résolu dans le jeu de rôle. Donc tout le système est orienté vers ça. Et donc c'est Gygax et son collègue qui s'amusent à vouloir aller plus loin. Et à ce niveau-là, ce qu'ils veulent, c'est faire des points de vue plus stratégiques et pas uniquement faire des conflits, parfois faire des escarmouches, faire des enlèvements, choses comme ça. Et c'est comme ça qu'ils arrivent au premier jeu de rôle. Voilà. Et ici, je pense qu'on fait une erreur fondamentale qui, encore une fois,
je vais modérer en disant que c'est un peu prétentieux et que je fais une généralité, c'est pas le cas de tout le monde, mais qu'on a une grosse partie du jeu de rôle qui est ainsi héritée du jeu de plateau et qui est orientée vers la baston. D'accord. La baston, la résolution, le point d'XP, on est avec des petits personnages qui doivent gagner de l'expérience. D'accord. Et je pense qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut aller beaucoup plus loin, qu'on peut avoir une pratique beaucoup plus riche qui passe pas nécessairement par des combats. Moi, ce qui m'embête, c'est que dans un ouvrage de jeu de rôle, par exemple, on va avoir 300 pages. Ouais. On va en avoir 100 qui présentent comment créer le personnage, 100 qui présentent le système de combat. D'accord. Et on a 100 derniers qui présentent l'équipement pour pouvoir s'armer. Je trouve que c'est dommage et qu'on peut aller vers des pratiques de jeu de rôle qui vont vers autre chose, vers des choses plus riches. C'est quand même caricatural ce que tu dis. Oui, c'est pas caricatural. Le cas, je parle des jeux de rôle. Il y a quand même beaucoup de jeux qui vont vers la simplification. Jeux de rôle. Donc voilà. Tu veux ajouter quelque chose ou je peux donner la parole à Fred ? Non, en effet, on arrive vers une plus grande maturité. On arrive. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore entièrement. Et en tout cas, les grands jeux qui sont publiés restent malgré tout un peu dans cette mouvance-là, même si on prend en maturité. Mais je pense qu'il est temps de faire un grand saut. D'accord. Frédéric, tu voulais intervenir ? Oui, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a quelque chose d'important à garder à l'esprit, c'est qu'en fait, l'art, c'est pas une qualité, c'est pas une valeur en fait. C'est uniquement porter une création sur le sens qu'elle va pouvoir produire. C'est amener finalement comme je disais, une problématique. Ouais. Et aujourd'hui, il y a énormément de films de cinéma qui ne sont pas artistiques. Oui, voilà. Donc ça veut dire que au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le médium permettait de le faire, mais ce n'est pas devenu une nécessité. Et jouer à un jeu finalement pour le pur défouloir de faire évoluer un personnage en butant des monstres, moi c'est une pratique finalement que je respecte, mais qui ne m'attire pas beaucoup. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que si Cyril a l'air de dire que lui aussi. Non, pas du tout. Non. D'accord. Ok. Donc voilà, moi par contre j'avoue que quand dans une partie de jeu de rôle on a l'occasion d'être bouleversé psychologiquement ou philosophiquement, je prends mon pied, voilà, je kiffe ma race. Kiffer avec les gens. D'accord, ok. Moi là justement, j'ai vraiment envie d'intervenir tout de suite dans ce que j'entends. Simplement, alors parce que il y a justement une autre mouvance après ce jeu irrité des jeux de plateau qui était juste, on va dire, du combat élaboré avec des détails pour les portes et les escaliers. Ouais. On va avoir, moi ce que j'ai envie d'appeler de manière très caricaturale, mais je prends mes responsabilités, du jeu adolescent. C'est ce jeu d'ambiance glauque. Et c'est ce qu'on va avoir comme chance, tant mieux en même temps, c'est ce qui a permis de sortir du jeu de société de base. On va voir les jeux d'ambiance, ces jeux d'ambiance qui généralement c'est basé vraiment sur peut-être une dimension artistique, ça va la permettre en tout cas, mais quelque chose de précisément, on va être dans le glauque, c'est très très développé, dans l'ambiance au moins on raconte, on est vraiment dans la narration, on est passé du jeu de société à la narration, mais à mon goût ce serait bien que tu cites les jeux. Bien sûr. Dans les grands jeux publiés, j'ai envie de culte. Pour moi, c'est le culte. C'est culte. C'est clairement, on va dire, une référence pour moi de jeu d'ambiance qui, en fin de compte, est classé. On va dire, c'est le jeu qui devient mature adulte. Non, je suis désolé. C'est clairement l'envie très adolescente de dire j'ai envie du glauque, j'ai envie de l'ambiance viol, c'est ce côté pourri en fait, bref, je comprends très bien, pourquoi pas. Ça a permis complètement. Je pense que ça a permis en tout cas, et c'est en ça que c'est bien, je crache pas tout de suite sur ce genre de jeu. Non, parce que je me dis au moins ça a eu l'avantage de permettre de passer au mode de narration. On va raconter des choses. Mais maintenant, il faut vraiment aller, à mon avis, au-delà de juste ça. J'aimerais donner la parole à Fabien. Oui, alors moi j'ai une analyse un peu différente par rapport à
première évolution que décrivait Fred, j'ai le sentiment que beaucoup de jeux, et puisqu'il faut citer des noms, je dirais des choses comme le Monde des Ténèbres, comme L5R aussi, donc le livre des 5 anneaux, sont des jeux dans lesquels on va te dire, en fait tu peux tout faire. Avec notre jeu, tu vas pouvoir faire de l'enquête, tu vas pouvoir faire du combat, tu vas pouvoir faire du politique, tu vas pouvoir faire du... Et donc, c'est très très insidieux comme façon de dire. On va dire aussi, oui, tu peux faire de l'ambiance, de l'artistique, tu peux tout faire. Et c'est très insidieux parce que, d'une part, le système de jeu n'est finalement pas n'est pas aussi ouvert que ça. Et surtout, à force de dire, bah, tu peux tout faire, bah, en fait, tu peux plus rien faire de rien quoi et donc c'est une manière de traiter toujours quand on dit bah ouais bon, moi dans mon jeu voilà on peut faire du mystique, on peut faire de l'héroïque, ouais mais ça va dans tous les autres jeux on peut faire du mystique et de l'héroïque. Non justement pas tant que ça. D'accord. Bon, je vous aurais compris que ce podcast est réservé à tous les affreux. Frédéric justement parlant d'un des pires, alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, bah dans ce que dit Fabien, en fait, ça me fait penser à une phrase de tonton Cristobal qui dit donc Christophe Buckley, hein. Voilà, quand tout est possible, rien n'est intéressant. Et finalement, ça se vérifie en jeu de rôle du fait que plus on imagine finalement des espaces de jeu débridés et illimités. Ouais. Et moins finalement le contenu du jeu va permettre de renforcer les expériences au détail. C'est-à-dire par exemple si on veut jouer dans quelque chose d'extrêmement sur les rapports sociaux, les problèmes psychologiques, etc. Comme dans Psychodrame, on va pouvoir le faire avec exemple, tous les jeux, mais voilà. Oui. À mon expérience, ça n'a jamais été aussi satisfaisant quand le jeu se centre vraiment dessus. Bon, c'est vrai que je vois un peu ma cam, hein, mais oui, j'ai l'impression. T'es un dealer en fait. Tu voulais intervenir, Cyril? Oui, alors bon, en effet, je pense que c'est intéressant qu'il y a plein de jeux comme ça qui peuvent faciliter l'expérience, voire des ressentis très profonds, voire des bouleversements. Maintenant, il y a une chose qui me semble importante, c'est notamment un des points sur lesquels on insiste au sein de la Girard, hein, parce que ce dernier R, il veut dire responsable aussi. Ouais. C'est sur l'importance du meneur, sa responsabilité, on va dire, qui va avoir cette responsabilité du déroulement du jeu. Et notamment, on considère qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est ce script de narration. C'est-à-dire cette forme de base qui va dire on s'est accordé sur ce qu'on attend dans le cadre de l'expérience. Et qui doit aussi, du point de vue du meneur, de se dire mon joueur est en train de vivre mal une expérience. Sauf s'il a accepté, s'il a décidé de pouvoir être totalement bouleversé, je n'ai pas le droit de le faire. D'accord. Tout ça, c'est aussi une expérience que Nico aura l'occasion peut-être davantage développer, qui fait référence à la pratique qu'on a eue du jeu de rôle, qui est surtout Nicolas, une pratique en institution, on va dire, parfois avec des mineurs, ou du pratique en intervention, de jeu de rôle de prévention par exemple, où on peut pas se permettre de faire n'importe quoi et on n'a pas le droit de faire vivre n'importe quelle expérience justement à n'importe quel joueur. Alors, juste une parenthèse, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle de prévention? Parce que je pense que nos éditeurs ne connaissent pas. Je vais laisser Nicolas préciser cela. Le jeu de rôle de prévention quand même. Alors oui, c'est un terme barbare évidemment. Pour en deux mots dire ce que c'est que ma pratique en tout cas du jeu de prévention. D'abord, ça reste du jeu de rôle ludique. On n'est pas du tout dans de l'approche thérapeutique, etc. C'est strictement rien à voir. Là, c'est pas le but. C'est simplement sous forme d'animation. Après tout, avec certains publics qui seront identifiés. On va se dire, très bien, on peut sensibiliser sur un sujet ou on peut aborder une question. En fait, je pense que le jeu de rôle, ça peut aussi être ni plus ni moins un emballage de débat. D'accord. On peut aborder toutes les questions possibles à travers le jeu de rôle. Donc, il suffit que le thème d'une école, par exemple, c'est ça? Non, alors là, je vais donner un exemple précis de jeu, la Guilde des baliseurs et cartographes. Donc qu'on a fait avancer de cette manière-là, et que en créant, j'ai fini par donner vraiment cette dimension de prévention, un système de règles, pour parler des systèmes de règles, qui va mettre en place sous système de, par exemple, d'alcoolisme, de drogue,
et où simplement on va avoir à la fois mis dans le système de règles l'envie, l'idée de se dire tiens, effectivement si je bois un coup c'est pour me sentir mieux avec les autres, pour me sentir plus intégré, puis en même temps les conséquences. Et c'était un des jeux où les joueurs pouvaient se retrouver pas seulement être bourrés dans l'auberge après avoir bu 3 tonneaux, mais par contre même à crever d'une cirrhose. D'accord, ouais. C'est assez efficace. Frédéric, Fabien, est-ce que tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? En fait non, mais puisque j'ai la parole, je voudrais que tu reprécises, enfin moi je le vois, mais je voudrais que tu reprécises le lien entre ce que tu présentes et le concept d'art. Pourquoi tu parles de jeu de rôle et art? Ouais. Alors là, on n'était pas dans le cadre du jeu de rôle de prévention. Ouais, c'est une parenthèse que j'avais ouverte, ça. On n'est pas dans le jeu de rôle et art. Là, on a juste, je suis reparti là-dessus pour parler de l'aspect responsable et sur le côté expérience du jeu de rôle dont parlait Frédéric, pour dire que, à mon sens, et à mon avis, on peut dire au sens de la Girard, on pense que toute expérience de jeu de rôle peut être acceptée à partir du moment qu'elle est désirée ou qu'elle est on va pas dire prévu, mais à partir du moment où les joueurs sont prêts à accepter cette expérience. D'accord. Frédéric, tu voulais intervenir? Non. D'accord, ok, très bien. On va tout de suite passer à une autre catégorie, à une autre partie de ce podcast. Désolé, je n'ai pas de transition. C'est vis-à-vis du livre finalement de jeux de rôle. En quoi peut-il être artistique? Parce que c'est vrai qu'on va dans les magasins maintenant de jeux de rôle et on se dit oh, mon Dieu, c'est beau. Est-ce qu'on a raison de se dire ça, Frédéric? Alors, d'une certaine manière, l'art, ce n'est pas seulement faire du beau. On va dire que c'est une définition qu'on entend souvent, mais qui est vraiment approximative du fait que le beau ayant une forte empreinte culturelle, généralement, par exemple, je pense à Régis Debray qui dit que avant la Renaissance, l'homme, en tout cas en Europe, n'appréciait pas la nature autour de lui. Il ne trouvait pas ça beau. Ce qui était beau, c'était ce que faisaient les hommes ou ce qui relevait du divin, etc. Aujourd'hui, tous les touristes du monde vont dire oh c'est magnifique les chutes du Niagara, etc. Oui, pardon. C'est magnifique les chutes du Niagara, c'est magnifique le Sahara, c'est magnifique toutes sortes de choses. D'accord. Et donc finalement, quand on crée un livre de jeu de rôle, moi je pense qu'il y a possibilité déjà de rendre le livre artistique, même si c'est pas forcément ce que moi je vais rechercher, mais ça peut être l'ambition d'un créateur. Je commence à te comprendre, là t'es pas en train de parler de forme en fait, t'es en train de parler de fond, non? Oui et non, parce qu'en fait, je pense que ce qui fait l'art, au sens où l'ont développé les artistes depuis des siècles et les philosophes, c'est vraiment le fait qu'un sens émerge du fond de la forme de l'œuvre. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, non pas que les illustrations soient jolies et servent bien le propos, mais qu'en fait, alors ça peut être la forme du texte en fait. D'accord. À part forme, moi j'entendais juste oh c'est joli les couleurs là, c'est beau. Non, c'est-à-dire que étant donné que c'est un bouquin, ça peut être aussi l'adéquation entre image et forme. Il y a d'ailleurs beaucoup de livres d'artistes qui existent. Ce sont en fait des livres souvent de photographie, illustration, toutes sortes de choses qui sont mises en commun, et le livre est l'objet artistique. Donc on peut très bien faire ça avec un jeu de rôle d'une certaine façon. Moi quand je licence par exemple, c'est exactement l'impression que j'ai. D'accord. D'autant plus que dans Sens, la forme du bouquin, alors bon oui, maintenant je fais un peu je fais une fellation à Romaric. C'est une manière de me remercier de t'avoir invité sur ce podcast. Et tu parles, c'est pour mieux me débiner dans 5 secondes. Non, vraiment, en plus le bouquin lui-même a déjà une forme particulière, étant donné qu'il y a cette idée que c'est un livre que le traducteur a trouvé dans je ne sais plus comment d'ailleurs, et il met des annotations sur ce qu'il pense lui, comment en faire un jeu de rôle, etc. Il y a dans la forme même du bouquin déjà une réflexion qui est très, très importante et qui soutient, c'est même pas qu'elle soutient le propos finalement, c'est qu'elle le fait exister. D'accord. Nicolas, tu voulais intervenir? Oui. Alors là, comme on parle de livres de jeux de rôle et de quelle manière ça va accompagner et être artistique, moi je voulais donner ma définition du livre de jeu de rôle, enfin potentiel, parce que c'est pas vraiment ce qu'il est de manière générale. À mon avis, on n'a pas affaire à un roman, on est d'accord. On a affaire à un support qui va nous permettre, parce que la partie de jeu de rôle, c'est ça qui est important, c'est le moment où on joue ensemble. Et donc le livre, à mon avis, c'est un accessoire. Un accessoire peut-être essentiel,
à voir. Pour garantir que la partie soit bonne. Mais en tout cas pour accompagner le jeu du narrateur et accompagner les joueurs. En fait, on va dire que ça va être, bon, généralement ça a une forme de livre, mais c'est pas obligatoire. Attention, micro, oui, je vois ça, je me suis endormi. C'est pas forcément un livre, après tout, ce qu'on va appeler le livre de jeu de rôle. C'est, à mon goût, tous ces accessoires. Après tout, ça pourrait presque être dans sa petite pochette un joli chapeau. Pourquoi pas? À la limite, c'est pas dérangeant, hein, ça suffit. Parce que ça va permettre au narrateur de se dire, ok, j'ai passé quelque chose de particulier. Là, on m'a incité à passer quelque chose de particulier et à travers, je sais pas moi, quelques photos d'un sujet. Par exemple, je sais pas moi, on peut imaginer aborder ce que je fais là tout récemment. J'aborde la Première Guerre mondiale avec un groupe d'auteurs qui ont envie d'aborder la Première Guerre mondiale en jeu de rôle. Bon, c'est pas évident, mais n'empêche, en incitant juste en présentant des photos. Déjà, on plonge dans un univers. Là, ça devient complètement autre chose. On regarde une photo, c'est une incitation, c'est tout un univers dans lequel on va pouvoir plonger ensemble et narrer et le jeu de rôle sera réellement là. Bon bref, tout ça pour dire que c'est pas forcément, là j'étais à l'extrême, hein, ça paraît presque trop expérimental, mais pourquoi pas. Le cahier, ce livre, il peut prendre toutes les formes différentes et c'est vraiment un début là ce qu'on fait. D'accord. Je vais compléter un petit peu l'apport de Nico en considérant que le jeu de rôle quelque part c'est véritablement un support. C'est un support qui va permettre la création et qui va permettre cette pratique du jeu de rôle. C'est un outil de création. Voilà. D'accord. Une matrice quoi. En tant que voilà, mais en tant que tel, on pourrait pas se dire que c'était pas indispensable. Est-ce que le jeu de rôle est indispensable pour la pratique du jeu de rôle? Pas le jeu de rôle, le livre de jeu de rôle. Non, probablement pas. Donc, je pense que c'est uniquement un moyen qui doit essayer de donner le plus d'éléments pour orienter la pratique, par exemple, et pour offrir des outils aux meneurs et aux joueurs pour avoir une pratique, on va dire, c'est un peu vaste comme mot, mais une pratique épanouie de jeu de rôle qui peut être artistique ou du moins qui soit satisfaisante pour l'ensemble des joueurs, meneurs compris. Oui, Gaël. Oui, donc je vais aussi compléter. Moi, je vais le dire même de manière plus simple. Le jeu de rôle en soi, c'est une activité sociale. Donc, le jeu de rôle, il existe quand on est autour d'une table. Il peut même ne pas y avoir de table. L'important, c'est qu'il y ait des gens et qui ont un système de jeu pour résoudre. Voilà, pour résoudre. Même pas pour résoudre, je dirais. Oui, voilà. Mais après, ça pose la question de la définition du jeu de rôle. C'est presque l'objet d'un autre podcast. C'est très intéressant. Après, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une activité sociale. Donc, le livre, c'est un outil. Comme les dés sont un outil, le crayon, le papier. Donc, voilà. Donc, effectivement, le livre peut être en soi une œuvre d'art. Ouais. Mais là, la question, c'est vraiment de se poser la question est-ce que notre activité sociale, le jeu de rôle, est-ce que ça peut être une activité artistique? Voilà. Frédéric, tu voulais intervenir sur ce que tu disais? Juste un détail, une anecdote avec ma femme. Une fois, on parlait, puis tout d'un coup, je lui ai dressé une situation. Puis elle a décidé d'agir, et puis au bout d'un moment, il y a eu un conflit. On a fait pierre feuille ciseaux, on l'a résolu. Voilà, on n'avait pas de livre de jeu de rôle, on a fait du jeu de rôle. D'accord. Cyril, tu voulais reprendre la parole? Oui, je voulais dire, c'est à ce niveau-là, quelque part, où je vais rejoindre, alors même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais une définition de la FFJDR qui va notamment considérer que le jeu de rôle est issu du conte autour du feu. Hein, c'est une des définitions qui existe sur le site de la FFJDR et qui fait notamment qui a eu lieu au moment des grands débats sur le jeu de rôle dans les années 90. Début 90. Et voilà. Ça fait débat, cette définition. C'est pas sûr. Frédéric. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet. D'accord. Ce que j'en pense, c'est qu'il y a une différence fondamentale. C'est le principe de propriété et de résistance. Alors, la propriété, c'est que il y a des choses qui appartiennent à certains joueurs. Par exemple, tout simplement, les choix de mon personnage. Dans un conte participatif, il n'y a pas ça. Et la résistance, c'est mes décisions peuvent se heurter à des difficultés. Alors, je vais bouleverser dans ce cas-là encore la définition du jeu de rôle, mais ça nous amène à... Il faudra qu'on se pose cette question-là, je pense, dans un autre podcast. Mais la question est, est-ce qu'on a nécessairement besoin de joueurs, de personnes qui sont désignées comme étant joueurs autour d'une table pour faire d'un jeu de rôle? Est-ce que si on était tous meneurs, c'est possible? Est-ce qu'on est tous joueurs, c'est possible? Donc là, finalement, tu renvoies à des questions qui sont qu'est-ce qui appartient aux joueurs? Est-ce que ça, c'est uniquement ce qui les définit? Voilà. Donc je pense que c'est plus large que ça, le jeu de rôle. Ça peut... Enfin, à mon avis, c'est l'objet véritablement d'un débat ou d'une véritable discussion très intéressante par ailleurs. Alors, on va cesser tout de suite ce débat, je pense. Frédéric, tu conviendras. Donc, vis-à-vis de la conception de l'objet,
Alors c'est vrai que donc on en a un petit peu parlé jusqu'à maintenant. Qu'en effet, voilà, le livre était un outil, mais pour moi, je prends par exemple le jeu que j'adule et je pense que tous ceux qui me connaissent le savent. C'est Dogs in the Vineyard de Vincent Baker. Je crois même que nos éditeurs le savent. Tu vois, c'est de dire. Ah ouais. Bon, bah, en fait, c'est simple. La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai pris une claque monumentale. Et cette claque a été. T'en veux une autre parce que vu toutes les conneries que tu racontes, je peux t'en mettre une autre si tu veux. Non, j'ai pris une claque monumentale pour une bonne raison, c'est que déjà le jeu a été réfléchi d'après des principes théoriques développés sur The Forge qui se sont développés durant 9 ans et qui sont pour beaucoup vraiment costauds. On leur consacrera un podcast très bientôt. Je parle même pas du célèbre GNS. Si nos auditeurs vraiment, il y a tout un ensemble, il y a toute une boîte à outils qui est très intéressante et qui a été extrêmement bien exploitée dans ce jeu. Et chose intéressante, le jeu nous propose de jouer des chiens de Dieu, donc des serviteurs d'une église qui ressemble un peu aux Mormons, quoi. Oui, c'est les Mormons, hein, même carrément. Oui, oui. Je crois qu'ils sont pas nommés dans les, mais bon, enfin, ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. Et donc les personnages vont parcourir des villages dans lesquels ils vont devoir régler les problèmes qui vont mener au péché, en fait. Et en plus, ils doivent remplir l'office religieux. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, la manière dont les situations sont amenées, se construisent par les choix des joueurs et les réponses du MJ, parce que le MJ dans ce jeu-là est surtout quelqu'un qui répond, pas quelqu'un qui dirige, en fait. Ouais. Eh bien, en fait, ça amène à faire des choix extrêmement difficiles. Ça amène souvent à rencontrer des dilemmes qui opposent en fait la morale et la violence. Ouais, c'est excellent, hein, ce jeu. Ouais. Vraiment, en tant que joueur, tu te poses des questions, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Des fois, t'es ébranlé devant ta fiche de personnage parce que tu sais plus quel choix faire. Il n'y en a aucun qui, voilà, on est dans le dilemme cornélien, le truc qui. C'est excellent. Et voilà, et c'est vraiment le système de jeu. Quand je parle de système, ce n'est pas uniquement le système de résolution. Tout le monde hoche de la tête. Je veux passer pour nos auditeurs. Tout le monde est d'accord. C'est l'ensemble. Ce jeu met tout le monde d'accord, de toute façon, dès qu'on en parle, c'est impressionnant. Cyril. Alors bon, je connais pas exactement ce jeu, le jeu que tu cites. Maintenant, je suis tout à fait d'accord pour considérer que le système va orienter le jeu. Ah d'accord. Et c'est en ça où notamment j'ai critiqué tout à l'heure les jeux classiques, et quand je dis qu'ils sont classiques, quand j'ai critiqué ça, c'est aussi parce que malheureusement, ou du moins dans les faits, c'est ceux qui sont encore les plus joués. Voilà. Donc je citerai rien, mais vous savez de quoi je parle. Et à ce moment-là, ces jeux sont des jeux qui vont restreindre les actions, puisqu'ils vont orienter notamment les actions des joueurs. Sans ça, notamment, où la manière dont un jeu va être conçu va orienter les actions. Un exemple, concrètement. Des jeux comme Shadowrun sont des jeux qui sont totalement orientés sur l'action, et notamment sur la résolution de conflits physiques, voire armés. Voilà. Il y a dans ce jeu, quand on lit les règles, alors j'ai pas lu toutes les éditions, j'ai la 2, la 3, au niveau de ces jeux-là, les résolutions de relations sociales, d'interaction sociale, par exemple pour rechercher quelque chose, et ben c'est quoi ? C'est un jet d'indice. Ça se résume à ça. Donc c'est-à-dire que l'interaction entre deux joueurs, ça va se faire je lance un jet, et en 2 secondes on a résolu mon problème de j'ai réussi à trouver le super camionnette surarmée. Et par contre, lorsqu'il s'agit d'autres situations, qui va être je veux rentrer dans une maison et il y a un garde, on va mettre 2 heures de résolution de jet de dés. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est le genre de choses où un système va orienter, de la manière dont le jeu est conçu, orienter la pratique du jeu de rôle. Donc tu veux ajouter quelque chose ? Ou le Fred par la suite. Ouais, c'est vrai que bon, après il y a aussi le mot système qui est un peu ambigu. Ouais, il est galvaudé. Voilà, moi c'est vrai que quand je l'emploie, j'utilise encore une fois la définition forgienne. Voilà, je suis système au sens large en fait. Voilà, en fait, ce que ça définit, ce terme de système, ce n'est pas les règles, mais c'est les règles plus la manière dont on les utilise, plus la manière dont on compense en fait les lacunes dans la prise de décision des joueurs et la construction de situations. Donc ça veut dire que écrire un scénario, ça fait partie du système. C'est le moment de prendre votre référalgan là. Donc c'est pas uniquement la simulation du réel, c'est également l'action des joueurs, leur rôle. Voilà. Et donc pour rattacher avec notre sujet, moi ce que je pense, c'est que dans le jeu de rôle, la forme du jeu de rôle, d'où peut émaner donc la problématique artistique, c'est le système. D'accord. Ouais, au sens large quoi. Voilà. Mais ta définition quelque part comprend l'ensemble. Exactement. Ouais. Si ce n'est la pratique. Alors là, du coup, c'est quelque chose qui est important, c'est que ça nous amène à l'aspect pratique du jeu de rôle. C'est que nous ramène orienter la pratique,
Il peut donner des propositions sur la manière dont on doit l'utiliser. Pour autant, on sait qu'un grand nombre de jeux qui, même Shadowrun, peuvent être joués de manière tout à fait, on va dire, roleplay et laisser tomber la partie combat. Voilà, bien sûr. Mais d'où l'importance, en fait, d'une certaine manière, comme tu disais, finalement, les règles écrites vont offrir des outils intéressants pour développer certains aspects, donc souvent le combat, bien entendu. Et d'autres choses sont possibles. C'est vrai que ça va être difficile, je pense, de jouer une partie qui va ressembler à 2001 l'Odyssée de l'espace avec Shadowrun. Nicolas, tu même avec Star Wars. Bah justement, je pense que c'est tout à fait possible. C'est possible, mais c'est pas forcément ce qui sera le plus. Et voilà, on ne le favorise pas. Mais moi, je parlais là juste de ma pratique du jeu de rôle. Il se trouve que pour ma part, la question c'est est-ce que ça touche toujours au domaine de l'art dont vous parlez? Parce que d'accord, on est en train de parler du système, c'est-à-dire de montrer l'importance du système sur les problématiques qu'on veut y aborder. C'est hyper risqué on parle d'art, c'est hyper risqué là parce que si je vous dis, moi je me considère comme artiste dans une partie de jeu de rôle, on va me jeter des pierres, bon c'est normal. Pourtant c'est de ça qu'on parle, hein, sinon on sera pas en train de dire on veut faire du jeu de rôle, on veut faire de l'art avec du jeu de rôle. Si on veut montrer que le système est important, on peut lui consacrer un futur podcast, mais voilà, le système est important, le jeu de rôle est important, il faut faire de l'art, sinon on fait pas de l'art avec du jeu de rôle. Pourquoi? Je veux juste expliquer ce que je veux dire, sinon je parle dans le vide. Simplement, je sais pas, moi j'ai jamais eu un jeu de rôle et je faisais pas des parties de ce jeu de rôle là, ce jeu de rôle là. Généralement, quand j'ai pris des jeux de rôle. Pardon. Éloigne un petit peu ton micro. Oui, excuse-moi, vraiment, j'ai du mal avec ça. Bon, bref, normal, hein. En général, les jeux de rôle que j'ai pris, quand je me servais de jeux de rôle, on va dire commerciaux, je prenais un livre parce que tiens, il y avait un truc qui me plaisait dedans. Quand je lisais les règles jusqu'au bout, bravo, c'est rare. Et puis je démarrais la partie. C'est bon, j'ai pas besoin de serrer le là, etc. C'est pas grave. Je mets d'accord les joueurs et puis c'est parti. Bon, c'est un choix, hein, c'est délibéré. Et j'ai trouvé le plus de richesse artistique dans les jeux de rôle amateurs parce que peut-être ils étaient faits plus sur le pouce en fin de compte que des jeux de rôle édités. Je pense vraiment que c'est pas l'écrit là qui va vraiment faire quelque chose d'une partie à l'autre suivant la tronche, c'est pas réducteur, hein, mais la tronche de mes joueurs, ce que je ressens autour de la table. Je vais peut-être orienter, voire même les règles, et peut-être faire un roman d'amour avec du Bloodlust. Voilà, c'est tout. Fred. Ouais, donc par rapport à la question que tu posais, est-ce que ça a encore un rapport avec le sujet? C'est que non, c'est bien. C'est que en fait, ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à Dogs in the Vineyard, et ben en fait, c'est l'ensemble des propositions du bouquin qui ont permis la situation et l'émergence de la problématique que nous avons bien entendu. Donc le système a permis de créer des œuvres d'art au cours de vos parties. Voilà. Oui, mais alors c'est là que je voudrais insister, c'est qu'il me semble du coup que ce qui est important au niveau de l'art à ce moment-là, si on peut parler d'art, mais c'est cette pratique. Donc c'est la pratique artistique. Au final, c'est la performance artistique, on va dire, la performance unique qui va être dans une partie de jeu de rôle, qui sera jamais la même. Et donc le système peut permettre la pratique. Hein, il peut l'orienter. Mais en tant que tel, le système n'est pas artistique. Et c'est plutôt la pratique qui va être artistique. On peut, à partir de n'importe quel système, aussi pourri soit-il, avec un jugement ici, hein, bien sûr, d'en faire une partie, on va dire, artistique, ou du moins une vraie pratique intéressante, j'ai envie de dire. À ce niveau-là, c'est mon point de vue, encore une fois. Hein, à ce niveau-là, on a au niveau de la pratique, j'ai considéré que un bon jeu de rôle, quelque part, ça va être une forme de performance, une performance artistique. On va essayer d'améliorer son jeu, d'avoir un jeu qui soit cohérent, qui soit agréable pour tous. On va interagir, quitte à bien sûr ne pas aller dans le sens de son qu'on souhaiterait, mais juste pour permettre plus d'échanges entre les personnages, ainsi de suite. On va permettre une véritable création et on va quelque part essayer d'améliorer son jeu, que ce soit, quand je dis jeu de manière générale, que ce soit aussi bien pour les joueurs ou les personnages, on va dire pour simplifier, que pour le meneur, hein, dans l'idée d'amener une forme de performance, d'amélioration, de jeu plaisant et voilà. Cyril, tu me permets de faire une transition sur notre 5e partie ici. Comment est-ce qu'on peut développer la pratique artistique dans le jeu de rôle? Oui. Gaël, t'as une idée là-dessus? Bon, on en revient toujours au même. Hein. De toute façon, c'est l'activité sociale, c'est ce que je disais. Hein, qui va faire le jeu de rôle et qui va faire l'activité artistique.
Donc les outils, s'ils sont orientés pour aller vers l'artistique, forcément ça va faciliter. Donc c'est important à mon avis, justement parce que tous ces livres dont on parle, ces livres du commerce qui sortent, et il en sort encore beaucoup aujourd'hui, eh bien ils entraînent à des joueurs, des MJ, des meneurs de jeu débutants, à débuter directement avec avec une pratique du jeu de rôle qui est celle qu'on faisait il y a 20 ans en fait finalement. Et donc l'évolution, je pense qu'on peut vouloir, ce serait justement que dans les livres du commerce, il y ait des nouvelles pratiques qui sortent, qu'il y ait des nouvelles approches et qui vont... Parce que il y a beaucoup de meneurs de jeu, évidemment, qui avec un Cthulhu, avec un Culte ou n'importe quel jeu vont réussir à faire quelque chose d'artistique, mais ça va venir d'eux. Mais il y a beaucoup de meneurs de jeu, ils sont pas, c'est pas inné chez eux. Alors que justement, un bouquin de jeu de rôle, ça peut apporter une dimension artistique sans que le meneur de jeu finalement, à la base, y ait cherché ça. Bon, bien sûr, quand il va chercher le bouquin, il va bien le ressentir. Mais au moins, ça va amener des gens qui n'y avait pas forcément pensé avant. Et ça c'est très important quand on parle d'art. Fabien Ouais, alors j'ai pas de lien direct avec ce que Gaël vient de dire, mais je voulais répondre à ta question par un exemple assez concret qui est une technique que j'essaie d'explorer en ce moment avec Monostatos, qui est la fascination. Et la fascination c'est le fait de dire c'est le fait de présenter un lieu, un endroit, un personnage à des joueurs en tant que donc, voilà, meneur, je présente ça, et d'essayer d'attirer les joueurs, de les séduire par le mystère, parce que ne dit pas ce personnage, ce lieu, cette force. Et donc ça c'est l'aspect de forme, c'est-à-dire la fascination au sens voilà, on va attirer en révélant au fur et à mesure un tout qui est cohérent derrière. Et là où on passe à, enfin il y a une dimension artistique, c'est que cette forme parle d'une notion critique, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu entends par notion critique? Pour nos auditeurs, il faut que ce soit clair, je pense. Alors, une notion critique, la critique, c'est le fait de remettre en cause une idée qui est établie. Par exemple, j'ai cherché... voilà, une idée établie en jeu de rôle, c'est le meneur qui dit les événements qui se passent. D'accord. Voilà. Donc, alors de manière plus générale dans notre société, remettre en cause des idées habituelles, c'est très très vaste. La position du travail, de l'individu, et donc, voilà, sur la question de la pratique artistique, comment amener, je pense qu'on peut développer des outils comme ça de critique. De critiques visant à des remises en question de vieux principes, de vieilles écueils. Mais avec des techniques d'amener ça dans une partie de jeu de rôle, de le présenter, et de le présenter de manière intelligente, qui soit pas un cours de professeur. Ben voilà, maintenant je vais vous parler de la critique, et de l'amener en jeu de rôle. Voilà. D'accord. Je te vois, Cyril, complètement impatient. Enlever le doigt. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, lâche-toi. Pas tant que ça. Mais en réalité, c'est juste par rapport à cet aspect critique que tu soulevais. C'est qu'il me semble surtout qu'on a j'ai envie de dire un script de narration passif, et que les joueurs, meneurs et personnages ont une forme d'habitude du jeu de rôle, de la pratique du jeu de rôle, qui va être un petit peu sur des rails, et vont suivre toujours ces mêmes rails. Voilà. Ouais. Et c'est à ce niveau-là, je pensais que effectivement, suffit simplement de alors ça peut être leur donner dans le cadre de la conception du jeu de rôle, de les amener à avoir une vision plus ouverte sur la manière dont ça peut s'opérer, ou aussi bien sinon dans la pratique, ou avec n'importe quel jeu de rôle, on peut s'amuser à changer les règles. Mais cette chose-là, c'est pour ça que le script de narration est important, parce que c'est lui qui va un peu dire, par exemple, il n'y a pas de règle. Ou on peut changer telle ou telle chose, que on est tous amenés à intervenir en tant que meneur éventuellement, que le meneur va tourner, ainsi de suite. Moi j'ai quand même envie de vous dire à Nicolas et à Cyril, donc à vous deux,
qui a quand même, enfin, je trouve qu'il y a une évolution quand même dans le jeu. Moi, je vous trouve très en colère, très passionné, très révolutionnaire, on va dire, c'est très intéressant. Mais moi, toutes les personnes qui font à l'heure actuelle partie des grosses maisons d'édition que j'ai pu rencontrer me parlaient déjà de ces problématiques. Je pense à des gens comme Brand, je pense à des gens comme Grumpf, qui essayent déjà de développer des idées politiques, etc. à l'intérieur de leur jeu. Même des gens comme Florent Eneco du 7e Cercle m'en ont parlé. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi des grandes maisons d'édition à ce niveau-là. Alors, bon, soyez pas si... Non, mais évidemment, on n'est pas complètement négatif. Maintenant, c'est vrai, alors, là-dessus, je suis totalement radical, hein, et tant pis, je l'assume. Ouais. Je pense vraiment que le truc qui est terrible, c'est qu'on cherche, c'est typique de notre société purement capitaliste, on cherche à trouver des modèles économiques au jeu de rôle. C'est pour ça qu'on file à l'édition systématique. Il se trouve que, alors là, je vais être hyper prétentieux, mais pourtant, non mais c'est vrai, je suis ravi de pouvoir, moi, gagner ma vie et bouffer grâce au jeu de rôle, alors que j'ai pas édité un seul bouquin. Et je pense, pourquoi je dis ça, parce que ça rejoint la pratique artistique. Je pense justement que l'avenir, alors bon, on pourra me dire, ouais, non, tu dis n'importe quoi. N'empêche, je pense que l'avenir du jeu de rôle artistique passe vraiment par sa pratique avant tout, et que le meneur de jeu, bon, je mets le meneur de jeu comme quelqu'un vraiment central dans le jeu de rôle, ça se discute encore, hein, on en discute régulièrement, mais je pense que le meneur de jeu là a un rôle en fait d'animateur, au même titre qu'un animateur de podcast, au même titre que, en tout cas, quelqu'un qui va donner de l'âme à un groupe. Et en fin de compte, ni plus ni moins, c'est la définition étymologique de l'animateur. Ouais, j'ai pas la sensation de donner de l'âme à ce podcast. Un peu, t'inquiète pas. Non, mais pas aujourd'hui, si, peut-être. Vous verrez. En tout cas, je pense vraiment que c'est le meneur de jeu qui va donner le ton. Ce que je préfère en vrai, et pour donner cette dimension artistique, c'est qu'en fin de compte, on ait affaire à des artistes rôlistes qui préparent leur partie au même titre qu'un réalisateur va donner quelque chose, au même titre que quelqu'un va montrer sa performance. Et c'est là qu'on a une dimension artistique. Il a préparé ses trucs, préparé ses accessoires, monté son jeu, qui est peut-être unique, peut-être qu'il disparaîtra le lendemain, peut-être qu'effectivement il aura envie de le développer avec plein de groupes, le même, et en faire, pourquoi pas, même un livre, mais c'est accessoire à ce moment-là encore. Tu sais, moi je prends par exemple les gens du 7e Cercle, ils ont aussi l'intention d'en vivre du jeu de rôle, et pour ça ils doivent aussi faire des concessions, se dire on va publier des jeux de rôle qui vont aussi se vendre parce qu'on n'a pas le choix. Mais je peux proposer même proposer des modèles si vous voulez, autres que celui de la maison d'édition, j'en suis sûr. Oui, ça j'en doute pas. Gaël, tu voulais intervenir ? Oui, je voudrais souligner un point important, parce qu'on parle de MJ, et c'est vrai que le meneur de jeu, il a tout ce grand pouvoir d'instiguer la partie, mais il faut rappeler, je crois que c'est très important, que dans justement cette activité sociale, je vais le répéter plein de fois dans ce podcast, par rapport à des médias comme le cinéma ou le roman, etc., et encore on peut encore en discuter, le joueur dans une partie, il est aussi l'artiste. Ouais. Et c'est ça qui est très important à développer, c'est que même le joueur en lui-même, il peut développer quelque chose d'artistique. Et ça, moi, ça me paraît super, ça me paraît capital. Cyril, après Frédéric. Alors, je pense en effet que le joueur est essentiel et qui va permettre de créer un jeu. On enfonce un peu des portes ouvertes. Non, mais attention, ce que je veux dire aussi, c'est qu'à côté de ça, la personne qui reste indispensable, ça va rester le meneur. Parce que si tu as des joueurs qui sont exceptionnels autour d'une table, d'accord, tu as 4 joueurs exceptionnels, imaginons, il y a un meneur, tout classique. Et bien, si le meneur ne suit pas, le jeu sera pourri. Mais donc le meneur reste indispensable à ce niveau. Non, alors là je suis pas d'accord. Frédéric, on joue tout seul. On est en train d'étouffer là, Frédéric et moi, je pense. Fred. Ouais, donc alors, je suis d'accord dans la configuration classique en fait. C'est-à-dire, ce que j'appelle configuration classique, c'est... j'intègre le fait qu'il y a un scénario, donc on parle pas exactement non plus de ça. Mais bon, c'est, on va dire, au moins déjà un MJ des joueurs. Sachant que, depuis que sur The Forge, ils ont vraiment mis à jour des mécaniques qui pouvaient être réparties entre les joueurs, plutôt que toujours laissées au MJ. Donc, par exemple, l'autorité on appelle ça des autorités ou des responsabilités. Par exemple, la responsabilité de dévoiler ce qui compose le monde. Généralement, c'est attribué au MJ. Souvent. Ouais, pour c'est accessoire. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, c'est vrai qu'il y a des jeux que je développe dans ce sens-là. Il n'y a pas de MJ. Il y a un animateur qui
présente les règles, mais c'est une synergie entre les règles et les joueurs qui produisent finalement la fiction rôliste. Et donc ce qui se passe, c'est que là, du coup, en effet, le bouquin a une grande importance dans ce que va donner la partie. Et ça marche. Non, c'est important non, ça marche très très bien. Raphaël, tu voulais intervenir? Oui, juste rapidement pour en fait leur dire qu'ils parlaient à peu près de la même chose, parce que sachant que Fred défend le fait que le meneur de jeu en fait n'est plus un meneur, plutôt un modérateur qui est là pour simplement, disons, harmoniser un peu les actions entre les différents joueurs, ça revient à ce que disait Gaël. Si le meneur ne veut pas le faire, s'il n'a pas été sensibilisé au fait qu'il le pouvait. Parce que sérieusement, dans un jeu de rôle basique, moi, les premières années que j'ai eues, le maître de jeu, c'est celui qui fixait les règles, c'est Dieu, pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que c'était présenté depuis des décennies et des décennies. Voilà, mais ce que j'appelle animateur, en fait, ce n'est pas un... N'hésitez pas à vous foutre sur la gueule en direct quand il y a des duels comme ça. Ce n'est pas un entremetteur, c'est un joueur, il a un PJ. Sauf que il peut y en avoir plusieurs qui ont lu le bouquin et qui expliquent à ceux qui n'ont pas lu quelles sont les règles. Je suis entièrement tout à fait d'accord avec la script de narration, tout ça encore une fois. C'est un accord sur lequel ils sont mis d'accord pour dire qu'effectivement il n'y a pas de meneur. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une règle sur laquelle ils sont tous mis d'accord. Il y a une compensation. Il y a une compensation parce que si on se dit on est des personnages et on joue avec juste avec le dessin du système basique de Chaosium, on n'obtiendra pas cette synergie dont je parle. Alors, Cyril, tu as déjà joué de définir un certain nombre de choses en fait. Excuse-moi, Fred. Cyril, tu as déjà joué à des jeux sans MJ rapidement? Des jeux sans MJ, donne-moi un nom. Psychodrame. Alors il y a Zombie Cinéma qui est disponible en version française maintenant. Il y a Polaris. C'est pas la version française, c'est un Polaris si tu en avais fait, tu t'en souviendrais. J'ai juste l'occasion de lire notamment l'ensemble des règles de Psychodrame. Je pense que là-dessus. Non mais pour avoir participé à des parties de jeux sans meneur, d'accord. Alors Nicolas, j'ai pas de titre. Le truc c'est qu'on joue principalement en jeu amateur, ce qui fait que on croise des centaines de rôlistes, donc forcément les pratiques eux-mêmes se multiplient. Mais j'ai pas d'exemple à donner. Je pense effectivement que c'est très riche. C'est une pratique, c'est une possibilité. Mais alors, là, on est vraiment sur la pratique qui peut effectivement donner quelque chose d'artistique ou pas, une fois de plus. Ça change rien en fin de compte au sujet. Et alors là, dans ce cas, quand tu as parlé de pratique, moi j'aurais tendance, mais alors ça c'est pas provoque, je prône l'ablation du livre, du scénario complètement, et en me disant que de cette manière-là, total. Mais j'y crois, parce que je pense que comme ça, on a vraiment l'impulsion de l'improvisation et donc de la spontanéité, donc de quelque chose de l'ordre de l'œuvre. Il va se passer quelque chose, on ne sait pas encore bien quoi, mais si la mixture a pris, ça a pris. Alors bon, c'est un parti pris total, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que je crache sur les bouquins et je m'éclate à jouer c'est vrai que je m'éclate à jouer avec des jeux publiés depuis des années, etc. Et je me fais plaisir avec, mais n'empêche, je prône cette pratique du jeu de rôle et je pense que c'est là qu'il y a à observer pour la pratique artistique. Il suffira à ce moment-là simplement que les personnes aient envie d'en faire une œuvre d'art. Frédéric. C'est vrai que dans ma démarche, il y a aussi le moment où l'œuvre d'art survient alors qu'on s'y attend pas forcément. Bon, mais et c'est pour ça que finalement, je suis assez d'accord. Par exemple, moi, je ne joue plus avec des scénarios, tout simplement parce que je trouve que c'est une mine à problème pour respecter la liberté d'action du joueur, etc. Mais par contre, je crée toujours une préparation qui va aider le MJ à l'impro. D'accord. Parce que sinon, ça peut être quand même assez chaud les marrons d'être en roue libre. Bien sûr. Faire une ablation du scénario, ça veut dire pour autant effectivement ne rien avoir de préparé ou ne pas avoir d'outils, on va dire. Ça peut être dans la fiche de exactement, personnage. Pour simplifier les choses, la manière dont je pense qu'il est bien d'opérer pour faire une bonne improvisation, par exemple, c'est d'avoir par exemple des scénettes, de préparer des situations qui vont favoriser l'interaction, le roleplay et le plaisir du jeu en fonction de nos joueurs, avec un accord à ce niveau-là. Ça va être de préparer notamment, d'avoir sous la main une table des événements, c'est très pratique, ça crée aussi la créativité de la part du meneur. Et enfin, pourquoi pas, moi c'est comme ça que je vois ça, j'aime pas les mondes qui sont finis. Je trouve que c'est quelque chose qui vient couper la créativité. Par exemple, c'est vrai que, alors effectivement, je vais rester sur des classiques un petit peu anciens, mais des jeux comme Donjons Dragons, des jeux comme Warhammer et ça n'a pas de sens de parler de monde fini.
On peut dire que c'est des mondes qui sont très complets, qui nécessitent de connaître le monde et d'avoir appris le monde. Approfondir le monde. Or, ce qui me semble plus intéressant, c'est d'avoir ce que j'appellerais un puzzle world, un monde où on a uniquement des pièces, des lieux, des points. Le jeu ou le support de jeu. Qui a déjà fini un monde en décrivant toutes les molécules. J'y viens une seconde. Et le jeu va être une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir prendre ces lieux, ces personnages, ces événements qui vont nous aider. Mais on n'a pas besoin de savoir que au nord il y a la tour numéro 34 qui fait, voilà, tout ça on s'en fout dans un monde de jeu de rôle à mon sens. D'accord. Gaël. Oui, on en parlait justement avant le podcast et je m'en doutais que j'allais le redire. C'est à propos du scénario. Ce que je disais tout à l'heure à Frédéric, c'est que le scénario induit en lui-même une linéarité. Et ça peut pas fonctionner de manière, en tout cas pour une pratique artistique dans le jeu de rôle, tout simplement parce que ça indique qu'est-ce qui va se passer. Et les joueurs et le MJ construisent quelque chose où il va y avoir des potentialités, et ces potentialités-là, elles vont amener des problématiques. Alors, dans Dogs in the Vineyard, il y a des scénarios, hein, Fred. Je te passe le micro rapidement, mais il va l'expliquer mieux que moi. C'est quoi cette histoire-là? Non, dans Dogs in the Vineyard, il y a des situations initiales. Et c'est écrit scénario dans la base. Je sais lire. Non, c'est écrit branch. C'est super. En merci, fait, bravo. Non, en fait, ce sont chaque entre guillemets scénario, parce que bon, le scénario c'est quand même l'idée d'un déroulement linéaire d'une histoire en fait, avec toutes les étapes, etc. Dans Dogs in the Vineyard, il y a seulement les personnes importantes d'un village, importantes pour l'enquête que vont mener les PJ. Ouais. Et leurs objectifs et leur motivation. Voilà, et c'est tout. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, on part d'une situation initiale où les PJ rencontrent des problèmes, des conflits ou des dilemmes potentiels, et en fonction de leur réaction, le MJ répond. Mais il y a une chose importante pour que ça fonctionne, c'est qu'en fait, on a un système de résolution de conflits et pas un système de résolution de tâches. Et en fait, on se rend compte que tout ça a une grande importance au final, parce qu'un système de résolution de tâches, c'est réussir par exemple une action. Donc je veux frapper un orc avec mon épée. Je lance le dé, raté, je frappe l'air à côté. Donc c'est l'intérêt du système de résolution de conflit, ce n'est pas de la branlette ni rien, c'est simplement de se dire, il faut qu'à chaque fois, quand on met un enjeu avec un jet de dés par exemple ou autre sur une action, il faut qu'en fait que ça réussisse ou que ça échoue soit fertile pour l'histoire. D'accord. À ce moment-là, le MJ n'a qu'à rebondir, déduire des conséquences logiques et on continue la partie de conflit en conflit jusqu'à... Grande parenthèse, Gaël, fermé maintenant. Ouais, je vais continuer sur ce point. J'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe. En fait, le jeu de rôle c'est une activité qui fait appel à notre imaginaire collectif, et l'imaginaire collectif il vient de plein de choses, mais il vient beaucoup de la fiction, beaucoup du cinéma, de la littérature, beaucoup d'histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit. D'accord. Et ces histoires elles sont linéaires. Le problème c'est que le jeu de rôle et donc du coup dans la pratique du jeu de rôle on a tendance justement à vouloir reproduire des situations qu'on a vues dans des films, dans des livres, etc. Et le problème c'est que on peut pas faire un scénario on peut pas faire un jeu de rôle tel qu'on fait un scénario d'un film, de n'importe quoi, de narratif, parce qu'à un moment donné, les joueurs vont avoir le choix de dire oui ou non. Et dans un film, les spectateurs ils se disent pas ah ben non là non, moi j'ai pas envie qu'il se passe ça. Ça va se situer à un autre niveau, voilà. Ok, Raphaël, tu voulais intervenir? Non, j'aime pas le on peut pas. On peut pas. On peut avoir un scénario absolument écrit à partir du moment où, si les joueurs veulent le suivre, en effet c'est du linéaire, mais si, et là j'en reviens au rôle assez prépondérant du MJ ou du modérateur ou du meneur, ou vous voulez l'appeler comme vous voulez, en tout cas la personne responsable, parce que c'est un peu l'adulte responsable en fait, sur le bord de la piscine pendant que les autres nagent. Il peut être dans la piscine et nager avec les autres, toujours est-il que c'est lui qui est un peu responsable de faire avancer les choses, et c'est là où on peut sortir du carcan du scénario. Non, je vois Fred qui fait des grimaces. Je reste simple pour être assez clair. Toujours est-il que si cette personne qui a un scénario écrit, parce qu'il faut bien venir avec un scénario autour d'une table, sinon on est tous à se regarder et à jouer au dé, quelquefois. Au moins une idée, certes, au moins une idée. Toujours est-il que si cette personne est suffisamment ouverte d'esprit pour dire bon voilà, mes joueurs ils partent, et il faut qu'ils sachent reconnaître le moment où les joueurs veulent partir dans leur propre histoire, veulent faire justement ce dont vous parlez, c'est-à-dire quelque chose d'artistique. Il faut reconnaître que quelquefois le scénario on le met de côté pendant qu'on va aider les joueurs à développer autre chose, et ça c'est certes une pratique qui vient avec,
je me répète, avec la pratique, avec l'ouverture d'esprit et avec les discussions de ce genre, c'est-à-dire être capable de se dire voilà, on peut peut-être aller plus loin, et je vais laisser la parole à Fred parce qu'il veut parler. Non, désolé, Nico interrompt. Ça fait plus longtemps. Non, parce que c'est vraiment ça là. Je vois. Je pense effectivement, bien sûr, on peut tout faire. Ce que j'entends là, c'est que pour faire une bonne partie de jeu de rôle, il faut avoir un truc à dire. Et il faut avoir un truc à dire, et d'autant plus si on veut faire quelque chose d'artistique. On va continuer là-dessus dans ce cas. Si on veut faire du jeu de rôle artistique, je pense, j'en suis sûr, non, le jeu de rôle, il va être sans le livre, parce que simplement l'artiste aura un truc à sortir ses tripes du pathos à foutre dans la gueule de ses joueurs, et de dire là j'ai envie de l'emmener quelque part, j'emmène un groupe de joueurs quelque part, j'ai envie de raconter un truc, comme quelqu'un qui fout de la couleur sur sa toile et qui dit là c'est maintenant, je sens que ça part, il faut le faire. Et pour ça, je pense presque, je continue mais tant pis, que le livre de jeu de rôle, ça va être pour celui qui n'est pas encore un artiste, pour l'aider à le devenir peut-être, mais qui se dit là je sais pas quoi dire, je vais consulter puis trouver le truc, etc. Ou je ne sais pas, peut-être que je sais quoi dire mais je sais pas encore comment le dire. Alors c'est ça, c'est bien, le livre de jeu de rôle va nous aider peut-être à la pratique artistique, mais je crois que l'artiste en jeu de rôle, il devra pouvoir vraiment se passer du livre. Alors s'il veut, il s'en sert, mais il devra pouvoir s'en passer. Frédéric avait demandé la parole. Juste pour précision, pour rappeler que au sein de la Girard, on est engagé, passionné. Je sais pas si on avait besoin de le préciser, mais je me permets de le préciser pour dire que c'est une vision idéologique, et qu'on est quand même ouvert aux autres visions. En haut d'une tribune avec la CGT en bas, des tas de travailleurs. Non, en fait, on aimerait que le jeu de rôle puisse être quelque chose de plus, et on trouve que le jeu de rôle pourrait être beau dans ce sens-là, pour être bien, et peut être une vraie partie performance. C'est juste ça qu'on essaie de défendre, surtout avec ça, et quand on est passionné et engagé. Voilà, juste je ferme la parenthèse. Frédéric, moi justement, je veux réagir un peu à tout ce qui a été dit avant. Oh là, il y aura rien que ça. C'est que d'une part, en fait, vraiment, sincèrement, par exemple, une partie de Psychodrame, il n'y a pas de scénario. Tu disais par exemple, il faut venir avec un scénario. Il n'y a pas de scénario, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une préparation importante. Les joueurs débattent du problème qu'ils veulent aborder. À partir de là, ils créent des personnages qui vont être déjà d'entrée de jeu en conflit par rapport au problème. Donc un exemple, on choisit un cas de divorce. Voilà, il y a par exemple 2 parents qui se divorcent et ils vont donc se foutre sur la gueule de toutes les manières possibles pour essayer de gagner leur divorce, ou même simplement il y en a qui vont abandonner, qui vont laisser. Bon bref. Et donc on crée des personnages avec des traits, avec un ensemble de choses qui vont pousser à l'interaction pendant la partie, mais il n'y a pas de scénario. Je vais peut-être avoir l'air d'un découpeur de cheveux dans le sens de la longueur, mais le fait que tu poses une situation avec des personnages définis, c'est un scénario. Et non, justement pas d'un point de vue de définition. Un scénario, c'est une succession de scènes. On va prendre des cheveux et des lames de rasoir, on va commencer à les couper dans le sens de la longueur tous les deux. Non, mais en même temps, ce sont ces détails-là, ces nuances-là qui sont importantes. C'est vrai, moi, je ne joue plus avec des scénarios. Dans ce cas-là, je n'utilise que des situations initiales. Dans ce cas-là, je suis comme ça. D'accord avec toi, seulement moi, ce que j'appellerais ton aspect de poser une situation avec des personnages, je le rapporterai avec un scénario. J'ai utilisé cette simplification pour la simple et bonne raison qu'il en faut bien une, et parce qu'on n'a pas de mots précis. Une scène, si tu veux, un setting. Il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas vraiment l'équivalent français. Et c'est vrai. Et pour revenir donc, situation initiale, me Cyril. Mais c'est parce que ça fait très très longtemps que je m'exprime dans un autre langage et c'est difficile de revenir au français. Mais toujours est-il que, voilà, l'idée donc de ce podcast, de faire de l'art dans le jeu de rôle, c'est justement d'avoir un moyen de donner les idées au meujeu. Je vais l'appeler meujeu faute d'autres mots. D'avoir ces outils, d'en parler à ses joueurs et d'aborder une discussion, et pourquoi pas dans ce cas-là, justement dans la pratique, comment faire du jeu de rôle un art. La première chose que je dirais, c'est il faut qu'un certain nombre de personnes autour de la table ils soient intéressés et on discute avant de commencer le jeu. Oui, ça c'est Frédéric. Mais c'est essentiel, mais on ne l'a pas dit. Frédéric, on ne t'entend pas, tu n'as pas de micro. Donc j'ai d'autres culs à botter, donc dans l'ensemble, voilà. Alors, finalement, en affinant un petit peu nos propos, on arrive à d'accord. Voilà. Moi, c'est sur l'idée qu'on peut se passer du bouquin, etc. Alors, je pense que c'est tout à fait sain. Non, voire même, je pense que c'est quelque chose que j'encouragerais volontiers, enfin sans problème. Mais si tu veux, par exemple, je suis en train de
de bien avancer, de pouvoir finaliser un jeu perso que je développe depuis 5 ans, qui s'appelle Demiurge. Pourquoi je le développe depuis 5 ans? Non pas parce qu'il y a un setting qui prend 400 pages, mais parce qu'en fait, il y a des ajustements du point de vue de toutes les... Enfin, même pas que les règles, quel rôle je donne à chaque joueur, qu'est-ce que je leur donne pour favoriser les échanges entre les personnes, et surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que le MJ qui soit porteur de la problématique du jeu. Alors, les gars, il va bientôt être temps de conclure. Donc je vous préviens, nous allons rendre l'antenne et faire une pub pour Coca-Cola après. Terrible. Parce que j'ai l'impression qu'en même temps, le débat commence tout juste. Status Coca-Cola. C'est ça que je trouve terrible, c'est que le débat commence tout juste à mon goût. Mais bon, je comprends les règles aussi. Hein. Le truc, c'est que là, on parle d'une pratique, on aborde les pratiques artistiques. Oui, moi, je pense que il y a des pratiques artistiques où on va pouvoir échapper au maximum au scénario, en restant dans du jeu de rôle narratif. Hein. Donc, en fait, a fortiori, après la partie, il y aura bien eu un scénario, heureusement. D'accord, parce qu'on a raconté une histoire, ça c'est certain, dans un jeu de rôle narratif. Mais il y a des pratiques, je vais donner des précises parce que sinon on a parlé de manière trop théorique malheureusement pendant le podcast. Là j'ai des idées pratiques toutes simples, pratiquées régulièrement. Hein. Par exemple le cadavreski, on est vraiment sur une pratique artistique. On se retrouve autour de la table, ce qu'on fait vendredi soir régulièrement, ou de temps en temps en tout cas. Chacun va mettre un mot comme ça. D'accord. On va avoir des mots très très différents. Personne s'est concerté. À un moment, on va étaler tous les mots. Donc, si on est 6, il y a 6 mots. On regarde les mots et il y a une des personnes qui se dit là, je le sens. Là, je le sens, je vous fais la partie. Et la partie, elle part toute la nuit et ça marche très très bien. D'accord. Voilà, ça c'est un exemple de pratique à mon goût qui peut amener aussi la pratique artistique. Si je peux me permettre un tout petit peu, tu disais justement que tu voulais chasser un peu la théorie et parler un peu de pratique. Tu vas parler de théorie là justement, non? Non, c'est des parties qu'on fait régulièrement. Hein. Dans ce cas-là, oui, je comprends bien, mais si tu veux le concept que tu viens d'expliquer, moi je le vois pas. Si vous pouviez avoir un exemple concret assez rapide. Alors, très concrètement, comment ça se passe? Vous avez des joueurs qui sont autour d'une table et à la manière d'un cadavreski, vous avez une feuille et chacun va mettre un mot, un concept, quelque chose comme ça. D'accord? Et par exemple, il y en a un qui va mettre sphère. Voilà. Il plie la feuille, il passe au suivant. Le suivant écrit singe. Il plie la feuille, il passe au suivant qui propose, alors je sais pas, proposition. T'as un mot? Tabouret, ouais. Voilà, là, tabouret. Voilà. Et comme ça, on va voir environ 5 à 6 mots ou concepts, des mots-clés, on va dire. Et à partir de là, on va réfléchir à plusieurs sur un univers de jeu, qu'on va appeler un système de jeu aussi, donc c'est-à-dire le rôle des joueurs, choses comme ça. Et autour d'un système, généralement, qu'on va utiliser un truc très simple, qui sera n'importe quoi. Hein, on va vraiment utiliser ce qui semble le plus simple, ça peut même être du vote, pourquoi pas. Ouais. Et bien, on va mettre en place un jeu et on va mener une partie comme ça. Alors, il y a des jeux qui ont été... il y a plein de jeux qui ont été menés comme ça, des Sphères Marines par exemple, qui est en cours de création, qui est parti sur ce principe de cadavreski et qui a bien marché, où on a trouvé un truc qui était original, sympathique et qui donnait en termes de jeu du jeu. Frédéric, vu qu'il faut terminer, je veux bien apporter une conclusion. Oui, ça marche. Alors tout le monde se bat pour avoir le mot de la fin ici, mais en tout cas le mot de tête final c'est le lecteur, enfin l'auditeur qui l'aura, ça c'est sûr. Donc pour moi il y a une chose très importante dans le jeu de rôle, pour partir sur une conclusion. D'accord. C'est qu'il y a de la fiction, il y a de l'interaction sociale, et il y a une manière d'éprouver ou de mettre à l'épreuve en fait les joueurs, la fiction, etc. Donc en fin de compte, finalement avec tout ça, si on peut pas faire de l'art, c'est que il y a un problème, je pense. Parce qu'en fait dans le jeu de rôle on a à la fois tout et rien. C'est une question naïve, Fred, je suis désolé, mais et l'auteur dans tout ça quand même? Dans l'art c'est important l'auteur? Et justement, là, il semble que ce soit tout le monde, l'auteur, c'est très bizarre. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas considérer il n'y a pas de problème, il y a des collectifs qui font des œuvres à plusieurs. J'interviens pour dire que c'est à mon avis, c'est la pratique, c'est la performance. Donc les auteurs à ce moment-là de la partie, c'est la partie artistique, sont les joueurs au sens large, meneurs et joueurs. Et voilà, pour moi, ce sera mon mot de la fin. Tous artistes. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le jeu de rôle, pour moi, pourrait apporter certaines réponses vis-à-vis du monde de l'art. Depuis des Fabien et moi siècles. on pensait aussi pour la philo. Je pense que tout le monde, même j'imagine que même Gaël ici qui fait de la photographie se dit mais putain le jeu de rôle ça pourrait apporter des choses en photo. Non, je me trompe, Gaël. Enfin, je veux dire, je vois difficilement comment là immédiatement, mais oui, il y a certainement en tout cas le jeu de rôle t'apporte des choses pour la photo.
Enfin, ou dans je tes discussions pense, avec Fred au niveau et tout, de l'imaginaire, au niveau de oui. Ouais, voilà. Puis même la réflexion même sur l'art et le jeu de rôle, forcément ça. Donc bon voilà. C'est une question qu'on se pose un peu sur tous les médias finalement. Qu'est-ce que l'art? Bon voilà, on a voulu essayer de répondre tout à l'heure, c'était difficile. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec Fred. Il y a vraiment des potentialités énormes avec le jeu de rôle et ce serait vraiment bête qu'on laisse ça de côté. Donc c'est important qu'on en parle. On est un peu un cercle un peu fermé. Mais c'est bien que il y a un podcast, placard, en pleine convention. Voilà, à la guilde. Voilà. Et c'est bien qu'on en parle, qu'il y ait des associations qui s'occupent de ça, de promouvoir ce genre de pratique. Et je pense que vraiment dans les années qui viendront, comme tu dis, au niveau des éditeurs, ça commence à bouger, ça commence à réfléchir. Oui, donc je pense qu'on est, si même là on est en train d'y réfléchir en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Frédéric. Voilà. Et donc oui, le mot de la fin, c'est dire. Gaël a bien résumé. Et c'est vrai que oui. Donc par rapport aux enjeux artistiques, il y a deux choses en fait qui sont intéressantes, c'est de voir finalement que en effet l'œuvre d'art communautaire est assez peu exploitée aujourd'hui dans quelles que soient les formes d'art. Le théâtre, bon, c'est un peu spécial. Là, on peut proposer une activité pour le tout venant et leur permettre d'avoir une expérience artistique. Dis non, en tout cas ce podcast il n'est pas pour le tout venant. Ça... Et l'autre chose, c'est que il y a une contrainte qui est importante dans l'art, c'est finalement la gratuité, une certaine forme de désintéressement dans la création artistique, autre que ce que constitue l'œuvre vraiment. Donc, c'est-à-dire ne pas faire une œuvre dans le but de gagner de l'argent. On peut en parler hier, principe d'hétéronomie-autonomie pour ceux qui veulent pousser le truc plus loin. Mais pourquoi est-ce qu'il est important qu'on fasse pas de thunes avec une œuvre? C'est pas ça. En fait, c'est ne pas la concevoir dans le simple but de faire de la thune. Ouais, c'est un autre débat, mais ouais. Voilà, c'est un autre débat, mais et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de rôle est un parfait moyen en fait pour atteindre cette gratuité. D'accord. Parce que finalement. Déjà ça rapporte rien, mais en plus actuellement c'est vraiment une activité gratuite. En tout cas les livres c'est pas gratuit, enfin je peux te le dire, j'ai des soucis. Tu peux faire du jeu de rôle sans Tu peux faire du jeu de rôle sans livre. Tu peux faire du jeu de rôle sans livre, mais bon. Ou tu le crées toi-même. Ouais, mais ça coûte des sous de faire de la communication même sur un jeu, Fred, mais tu n'es pas obligé. Bon, bon, en tout cas, on espère que ce podcast vous aura pas trop filé de mots de tête. Il n'y a pas eu trop de vulgarisation, c'est vraiment un petit peu pour les spécialistes. Enfin, vous avez essayé, mais bon, je vois tout le monde qui rigole. C'est bien facile de rigoler a posteriori comme ça. Quoi qu'il en soit, on aura tous le mot de la fin par un à bientôt. Au revoir. Et puis voilà. Vous aussi dites au revoir là. Alors vous gueulez, mais quand il s'agit de dire au revoir, il n'y a plus personne. Alors les artistes, la merde.